Salut mes pirates, comment ça va? C'est le ton de Captain Crochet, évidemment, c'est juste écrit derrière. Voilà, pour une nouvelle aventure box, un nouveau petit documentaire, et sur un chapitre de box qui n'est pas si ancien que ça on peut dater ça simplement d'il y a une décennie, et qui est assez représentatif, finalement, assez représentatif de ce qu'est la boxe, le boxing business à son plus haut niveau, et comment des luttes de pouvoir et d'influence font écrire finalement un chapitre de boxe. De Klitschko à Wilder, que s'est-il passé exactement? Cette période et ce petit encart, peut-on dire, assez trouble, assez méconnu, mais qui fait que le titre WBC, le titre le plus symbolique pour certains, n'a pas été tenu par un certain Vladimir. Et pourquoi donc? Voilà, on se retrouve en 2012 et on prend conscience finalement que Vitaly Klitschko, qui était revenu à la boxe et qui avait repris ce titre, qu'il avait vraiment investi, qu'il avait défendu, notamment à plusieurs reprises, pour s'inscrire dans le lineal, dans la lineal timeline, puis-je dire, de cette ceinture de WBC, et qui faisait que chez les poids lourds, la catégorie reine, eh bien, nous avons eu une séquence, comme les politiciens aiment le dire, une séquence proprement klitschkoesque, entre Vladimir, qui lui aussi ouvrait son chapitre le plus performant, dira-t-on, le plus intéressant, je ne sais pas, mais le plus performant, avec une accumulation de titres, avoir gratté le titre IBF en 2006 grâce à Chris Byrd, et puis d'autres, et puis le titre WBO, et enfin le WBA, voilà, en laissant ce titre WBC à son frère Vitaly, qui, il faut bien le dire, quand on aimait la boxe poids lourd, les bons gros, bonnes grosses bagarres de géants se faisaient avec Vitaly. Voilà, Shannon Briggs s'en souvient encore. Et ce qui faisait un partage, peut-être pas équitable, mais un partage total sur une famille du titre qui ne demandait pas à devenir undisputed, puisque, évidemment, vous connaissez la légende des Klitschko, qui ont toujours promis à maman de ne pas s'affronter, et donc, eh bien, on était dans une forme de paix des braves, ou de paix des frères, si on peut dire, avec un contrôle total du titre, même s'il apparaissait encore divisé, puisque cette ceinture WBC si importante était encore à l'écart du reste des titres. Voilà. 2012 arrive, et 2013, avec la confirmation que c'en est fini pour Vitaly, qui part à la retraite en champion. C'est pas anodin, en champion, et donc, quid de cette ceinture WBC? Que va-t-on en faire? Et là, non pas un mouvement de panique, mais là, une véritable interrogation qui se passe. Et oui. Pourquoi? Parce que pour ces so-called federations, pour ces soi-disant fédérations, voilà, les sanctionist bodies que sont WBA, IBF, WBO et WBC, eh bien, ce n'est pas si avantageux que cela d'être regroupés, puisque on est obligé à chaque défense de titre d'un titre undisputed de laisser la place peut-être à un collègue, c'est-à-dire que le combat sera sous l'égide de la WBA, voilà, et la fois d'après sera sous l'égide de l'IBF, et donc on fera boxer le challenger de cette fédération, ainsi de suite. Et donc c'est aussi une division de la taxe que tu prends sur le championnat du monde. Et donc, maintenant vous connaissez, mais même à l'époque, chez la WBC et la famille Sullivan, c'est pas une idée qu'on aime
véritablement. Ainsi, pour la famille Suleiman, c'est important de rester, soi-disant, indépendant. Et donc, de résister à une volonté. La volonté de qui? La volonté de Vladimir. Son frère étant parti, cette ceinture qui lui manque devient son objectif principal. Et, comment lui résister? Le mec est légitime pour dire, écoutez, je veux cette ceinture. Et donc, arrive toute une manipulation, si on peut dire, mais toute une rhétorique et toute une série d'événements qui vont faire que Vladimir Klitschko, et finalement, 10 ans plus tard, c'est vraiment surprenant, mais Vladimir Klitschko ne pourra pas atteindre l'objectif de prendre la ceinture de Bolivie dans son escarcelle. C'est véritablement surprenant. Voilà. Vu les forces en présence et vu mais surtout je dirais la puissance de frappe diplomatique et de négociation et politique de Vladimir Klitschko à ce moment-là. Pourquoi donc il s'est fait contrecarrer? Volonté de la famille Suleiman, la WBC, ça on comprend. Mais on a besoin d'un autre acteur pour expliquer cela. Cet autre acteur est un acteur de l'ombre, passionnant, qui nous a fait beaucoup fantasmer, le fantomas de la boxe, comme j'aime l'appeler. Mais c'est aussi Al Haymon, qui, et je vous le dis souvent, le boxing business est un long et pertinent jeu de billard, et de billard à 3 bandes. Et la 3e bande s'appelle Al Haymon. Et Al Haymon, qui est encore ce supervisor, non pas ce supervisor, mais ce advisor, excusez-moi, de ces boxeurs stars de l'époque, dans l'ombre, qui est boxeurs qui sont tous sous l'égide, bizarrement, de Golden Boy Promotion. Mais qui ne répondent pas aux conseils de Oscar de la Hoya, qui est un petit peu aux fraises à l'époque, ou des matchmakers de Golden Boy Promotion. Ils ne répondent qu'à un homme. Et cet homme, c'est Al Haymon. Et Al Haymon a un objectif en tête. Un objectif très précis sur plusieurs années qui finira, spoiler alert, à atteindre. Comment faire vivre ce titre sans, quelque part, être obligé de l'offrir, par un combat évidemment, à Vladimir Klitschko? Eh bien, en montant une demi-finale mondiale en 2013 entre un boxeur qu'on ne comprend pas encore, mais complètement estampillé, Al Haymon, un boxeur que j'adore, qui s'appelle Chris Arreola. Chris Arreola, il est important dans le casting. Ouais, parce que déjà, poids lourd qui, dans les années 2000, on n'est qu'en 2013, à ce moment-là, et on a les années 2000 en soi, il a été passionnant. Moi, j'ai été fan, et regardez cette vidéo sur ma discussion Chris Arreola de Nightmare, parce que il était toujours en sous-carte de grands combats de HBO, surtout des pay-per-view HBO, et il y avait de la vie, il y avait de l'émotion avec lui. Il tombait, il se relevait, il y avait des retournements de situation. On se disait, mais comment peut-il faire, lui qui n'est pas un athlète, voilà, et il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a été vraiment kiffant de voir toute cette progression pour à l'époque, ce jeune boxeur. Ses passages au micro sont légendaires, bref, un personnage truculent, mais aussi qui a pour lui, finalement, la fausse légitimité. On va parler de légitimité. Elle est fausse, mais la légitimité de concourir à cette obtention de titre, puisque
il a été un adversaire de Vitali Klitschko. Donc, quelque part, il y a un lien, même si c'était une grande déception, énorme déception que ce Klitschko-Areola, où Areola n'y était pas, il est monté sur le ring dans de mauvaises conditions, dans un mauvais état d'esprit, et il a raté, sa soirée, et il est passé complètement au travers. Toujours est-il qu'il a concouru contre Vitali. C'est important pour créer un lien. En face de cela, on va demander l'aide d'un homme qui est en fin de course, qui est en perte de vitesse totale, mais qui a pour lui la signature d'un poids lourd très traditionnel, d'un poids lourd qui intéressant, peut-être pas élite, mais un poids lourd, qui boxe, qui sait boxer, qui a ses fondamentaux. Bermane Stiverne, signé par Don King. Don King revient dans la danse, par l'entremise de la WBC, qui a besoin de monter ses combats pour impliquer son titre. Et si son titre est impliqué, évidemment, Vladimir peut toujours attendre. Bermane Stiverne, profil intéressant. Et surtout francophone. Oui. Il vient de Montréal-Nord, ça rigole pas là-bas. Et Bermane Stiverne, bon boxeur, mais surtout téméraire. Faut pas le chercher, Bermane Stiverne. Faut pas le chercher. Le mec a le sang chaud. Il a le sang haïtien, il a le sang chaud, le mec. Voilà. Ça lui portera préjudice certainement beaucoup de fois dans sa carrière, mais il est très, moi je l'apprécie énormément parce qu'il est très premier degré et honnête. Hein, il est pas fake. Quand il t'aime pas, il t'aime pas. Et quand ça trash talk, ça trash talk. Et voilà. Mais ça boxe. Ça boxe. Et finalement, on est sur un match-up Styles make fight hyper intéressant. Est-on sur un combat élite et légendaire des poids lourds? Non. Mais l'art du match-up, c'est aussi parfois de faire affronter des personnages de qualité pratiquement égale. Et la boxe et le match-up, c'est aussi la combinaison de deux styles qui, quand ils vont s'affronter, ça fera de la qualité. Pourquoi pas des étincelles? Bref, on en aura pour notre argent. Areola, Bermane Stiverne, Chris Areola contre Bermane Stiverne, eh ben, c'est du match-up de qualité. C'est du match-up de qualité. Même si le fait qu'il concourt, alors, pour, on va dire à l'époque, une demi-finale mondiale. On est en 2013, on est en sous-carte d'un combat d'André Ward. Lui-même en retour. Mais toujours est-il qu'on est sur de la boxe, si vous appréciez la suite science, de la très belle boxe pour des poids lourds. Voilà. Avec de l'envie, avec de la condition et avec du parpaing envoyé, de la puissance. Premier combat qui se passe, déjà il y a beaucoup de tension, ça n'hésite pas, ça se trash talk, ça. Because in that ring, the mouth of yours, I'm gonna shut it down. Areola répond formidablement bien à ça. And then this Saturday, I'm gonna fuck you up. Et on est sur un combat qui véritablement, on a de la vitesse de bras, on a du placement de coups extrêmement intéressant. On a un Bermane Stiverne qui se sent bien dans sa boxe, qui se sent certainement bien dans son corps. Voilà, bonne préparation. Areola est là. Voilà, et on a du pugilisme jusqu'à ce troisième round. Un missile est lancé, et comme le dira lui-même Areola, les pires coups sont ceux que tu ne vois pas venir. Il ne le voit pas venir, et boum. Gros knockdown de ce troisième round dans un combat qui va continuer, où il va avoir des échanges. Les échanges sont très bien. C'est du à toi, à moi, ça va souvent dos aux cordes. Quand Bermane Stiverne est dos aux cordes, il est évidemment dans des moments difficiles sur lesquels il arrive à réagir. On le voit, il arrive à réagir. Il y a une sens des blocages chez les deux. Très intéressant. Il y a de la boxe. Mais pas surprenant quand tu connais vraiment les boxeurs. Pas surprenant. Areola, je vous dis, a sorti des très
bon, voire grand combat de boxe. Je vous conseille celui contre Adamek. Celui contre Adamek, Arreola Adamek, ça pue la boxe, ça pue la suite saillante. Et c'est beau à voir chez les poids lourds. Bermane Stiverne est un bon boxeur. Et rajoutons à cela qu'on est face à deux bons poids lourds, peut-être de petite taille vis-à-vis des gens que vous avez connus maintenant, mais on est sur de la qualité avec un Bermane Stiverne, lui qui a été finalement pris dans une carrière véritablement de mal-aimé selon moi. J'ai vécu sa carrière, voilà, et c'était une carrière qu'on suivait de loin parce que Bermane n'a jamais réussi à faire son trou au Québec. Voilà. Moi, je les vois de mémoire, je l'ai vu boxer une fois au Québec. C'était en sous-carte de Joachim Maxime. Il avait perdu son titre. Et c'était intéressant. Waouh! Tu vois, un boxeur qui, voilà, il y a quelque chose, surtout poids lourd, c'est toujours quelque chose qui te marque parce que tes chances avec un poids lourd sont toujours réduites. On connaît ça chez les Français. Ça court pas les rues. Mais à Montréal-Nord, ça courait les rues. Hein, et notamment avec Bermane. C'est un dur. Bref, combat finalement que peu attendaient, dont peu se souviennent, mais un combat de qualité. Un combat de qualité qui permet un petit peu à la WBC de continuer de temporariser. Oh là 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 là, je n'ai pas le droit à l'erreur, mais de jouer la montre. Ah, tu vois comment je m'en sors. De jouer la montre avec les demandes de Vladimir, qui est là, qui frappe à la porte, qui continue ses défenses de titre de ses 3 autres ceintures, en disant non mais voilà, comment dire, là il est logique que vous me donniez ma chance. Le combat fut intéressant entre Arreola et Stiverne, et l'entre-gens de Don King, mais surtout de Alemon, qui va utiliser Don King, fait que ce combat, on va dire, il a été finalement intéressant, qualitativement, ça avait du sens. Pourquoi pas un rematch pour officialiser la prise de la ceinture, pour la rendre complètement légitime et l'accorder à cette linéalité. Il y a un rematch en 2014. On est sur ESPN. Preuve que même HBO, on se disait, qu'est-ce qui se passe autour de cette ceinture WBC chez les heavyweights? Qu'est-ce qui se passe? C'est ESPN qui a les droits de ce combat. Alors, c'est pas dérangeant, pourquoi? Parce que ça donne un charme supplémentaire. On est dans un petit cadre et ça respire l'électricité, voilà. Et n'oubliez jamais que les diffusions box de ESPN à cette époque-là, c'est vraiment pour les fans hardcore, les fans qui sont addicts à la boxe, et voir quand même que le TWBC est diffusé sur ESPN, voilà, c'est intriguant. Et c'est important. Et ce combat-là est hyper important. Arreola arrive préparé, mais Stiverne arrive certainement dans la forme de sa vie. Dans la forme de sa vie, et dans la boxe de sa vie. Le combat va être beaucoup plus rapide. Si je vous parle de mémoire, ça ne dépasse pas le 6e round, et tout se joue dans le 5e round, pour être plus précis, et ça c'est l'anecdote qui restera toujours quand vous écoutez Arreola, même aujourd'hui, c'est qu'au 5e round, le même coup, la même façon de ne pas voir le coup arriver, vient connecter Arreola. Et là, problème, c'est que il reste du temps dans. Et Bermane Stiverne sait qu'il faut en finir, et il va renoquer Arreola, et
Jack Reese, qui a été, ça aussi c'est très, très intéressant, qui a été l'arbitre pour les 2 combats. Jack Reese, qui, selon moi, est l'un des meilleurs arbitres au monde. Ça donne aussi une continuité dans l'affrontement propre à Areola et Stiverne, d'avoir eu le même arbitre sur les 2 combats. Ça donne une logique, ça donne une tenue très cohérente, évidemment. Voilà, énorme. Et c'est finalement énorme. Oui, les tractations en coulisses et oui, les manipulations politiques en coulisses sont assez énormes concernant cette ceinture. Mais il n'empêche pas que sportivement, Bermane-Stiverne s'empare de cette ceinture, voilà, et on arrive à un champion francophone dans les années 2010 qui a la ceinture légitime WBC. C'est assez énorme. Et pourtant, parce que il a été mal aimé, parce que il n'a pas été, en étant avec Don King, il était déjà mis de côté. Il n'a pas eu le retentissement qu'il méritait. Alors oui, la presse, notamment la presse montréalaise, faisait des papiers sur lui, etc. Mais c'est quand même un exilé involontaire. Et la boxe québécoise, vraiment, a raté le coche. Un de ses enfants, qui obtient cette ceinture de WBC et qui n'aura même pas eu l'occasion ni de la défendre, mais de concourir tant que cela à Montréal. Vraiment, c'est vraiment un manque. C'est vraiment un manque, on est passé à côté de quelque chose. Il faut bien le dire. Bermane-Stiverne, champion de WBC. Alemon, certainement, aurait préféré Areola. Mais, même avec Stiverne champion, les plans d'Alemon peuvent toujours, c'est ça sa grande force, peut toujours retomber sur ses pieds. Et il peut toujours continuer sa stratégie pour son objectif final. Oui, on va en parler de l'objectif final. Pour son objectif final, il est très important. Voilà. Donc, Don King est très content. Et là, les tractations entre Don King et Golden Boy, alors on pense Oscar de la Hoya, mais non, c'est Alemon qui est derrière et qui a une vision très claire. On a l'opportunité maintenant de travailler un personnage, une création de Alemon, mais qui n'est pas sorti nulle part. C'est que pour défendre son titre, Bermane-Stiverne, il va le défendre à Las Vegas, au MGM, cadre magnifique, sur Showtime, dans un combat très travaillé bizarrement par Showtime, très travaillé, avec une énorme production et avec aussi beaucoup de publicité, beaucoup. C'est Deontay Wilder. Deontay Wilder qui a accumulé les combats, contre qui, c'est une autre question, accumulé les KO, évidemment, et qui a la chance d'être champion. Et pour Showtime, c'est la chance d'avoir de nouveau un title holder, un champion du monde, poids lourd, américain. Toute la soirée est basée là-dessus. C'est le discours. Deontay Wilder a beaucoup plus de temps d'antenne, en termes de portrait, que Bermane-Stiverne. Bermane-Stiverne a droit, en termes de portrait, à 2 minutes. Deontay Wilder, ils en font 30. On découvre, on travaille le produit, Deontay Wilder. On travaille le personnage. Hein, et c'est là qu'on apprend qu'il arrive tard à la boxe, qu'on apprend qu'il fait ça pour sa fille, etc. C'est ce soir-là, sur Showtime, combat dont je suis en face, et combat aussi qui est une véritable, qui est plein de tensions. Revoyez l'avant-combat toute la semaine au MGM, beaucoup de tensions entre le clan Bermane-Stiverne et le clan
Deontay Wilder, beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Et une tension d'autant plus forte que on sait, par un article sur le Journal de Montréal, on sait qu'un accord a été trouvé entre Bermane Stiverne, Tom King, et Vladimir Klitschko. Oui, Vladimir, qui a toujours cet objectif en tête, d'avoir la ceinture de WC, d'être undisputed. Eh bien, il n'en a pas fini d'être à action et a réussi à trouver une brèche pour parler directement au clan Tom King, Bermane Stiverne et Eyes of Tiger Management qui avait un contrat avec Bermane Stiverne, il ne faut pas l'oublier non plus, pour, si Bermane gagne contre Wilder, sa prochaine défense de titre sera contre Klitschko au Centre Bell de Montréal. Centre Bell, stade des Canadiens de Montréal, en capacité totale. 21 000 places assurées. On est certainement sur le plus gros combat depuis, en termes d'audience et en termes de retentissement, depuis Sugar Ray Leonard et Roberto Duron à Montréal en 1980. Pour la place de Montréal, là, cet accord, parce qu'il y a eu, cet accord, c'est un game changer. Et ça filtre. On sait ça. La tension est maximale à Las Vegas. Maximale. Voilà. Wilder, tout est fait, évidemment, pour faire gagner Wilder. Showtime veut le travailler, elle sait que c'est un futur visage qu'ils vont pouvoir travailler. Alemon en a besoin. Et le combat arrive. Et le combat va être un combat, alors, plein de tensions, mais un combat où, justement, la qualité, qui est pour moi une qualité de bonhomme de Bermane Stiverne, va être aussi quelque chose qui va ne pas l'aider. Wilder est présent, physiquement apprêté, pugilistiquement, c'est très étrange, et c'est le sentiment que j'ai. Moi, je suis en face de mon écran. Pour tout vous dire, à l'époque, je travaille de nuit dans un hôtel. Donc, je regarde le combat en regardant l'heure, pour évidemment ne pas être en retard, mais tout va bien, et donc je peux regarder le combat avant d'aller travailler. Et c'est un combat très lourd, voire bourrin, mais aussi très étrange, puisque ce que je vois et les manques flagrants de Wilder en termes de fondamentaux sont contrecarrés déjà par un discours. Et on a cet sentiment étrange de voir quelque chose mais de ne pas y croire, d'acquiescer aux commentaires. C'est assez étrange. De son côté, Bermane Stiverne a pour lui le game plan qu'il faut, c'est-à-dire travailler au corps dès qu'il le peut, essayer un petit peu bouger la tête, voilà. Mais c'est sporadique. Mais on se dit mince, il y a quelque chose qui va pas. Il est là, il est en face et il reste en face. Et c'est un trash talk entre eux. Mais Wilder a pour lui ce soir-là d'avoir des bonnes jambes et surtout d'arriver à exprimer plus que sa puissance, son allonge, à vraiment exprimer ses segments. Être toujours dans une distance qui l'avantage pour ses 1-2. Bermane, sachant cela, on voit qu'il sait ce qu'il faut faire. Il voit qu'il y a des mouvements de balancier. On voit qu'il essaye de chercher le corps, de lui-même faire des 1-2 très dynamiques pour casser la distance, mais pas assez souvent. Pas assez souvent. Et puis, en contrepartie, parfois il les prend. Et il les prend, les violentissimes coups de Wilder. Mais il les prend en bonhomme. Et arrive un côté un combat de mâle dominant. Psychologiquement, Bermane tombe dans le piège. Voilà. Mais en même temps, quel charisme et quelle
il tombe, plus qu'avec les honneurs, il tombe avec, d'une certaine façon, c'est très iconique. Il résiste, il fait 12 rounds à Wilder, ou parfois, il n'en fallait pas plus qu'il passe des crochets. Même si il se fait secouer, lui aussi, Bermane Stiverne, plusieurs fois, notamment au deuxième round, ou premier round aussi, voilà, mais c'est un combat de bonhomme, surtout pour Bermane Stiverne. Gros combat de bonhomme. On en sort frustré, parce que moi je voulais que Stiverne gagne, et je pense qu'il était bien évidemment meilleur boxeur, mais au forceps, parce que c'est quand même une victoire au forceps, Wilder obtient la ceinture et tout le monde est très content. Alors ça s'explique d'autant plus que Wilder a réussi à passer, que Stiverne va finir à l'hôpital. Après le combat, Stiverne va directement à l'hôpital et on est sur un cas de déshydratation extrême. Malnutritivement, il dira, toujours dans le journal de Montréal, il dira qu'il y a eu des problèmes nutritifs alors qu'il est suivi par un nutritionniste et qu'il y a eu un dérèglement dans la dernière semaine et que en fait il monte ultra déshydraté sur le ring et qu'il est allé au bout de sa vie en fait et qu'il a risqué gros. Il a risqué gros parce qu'il a inquiété sa famille et qu'il a été en observation, je crois, 2 jours. Il a été 2 jours en observation à l'hôpital de Las Vegas et que en fait on s'en rend pas compte en regardant le combat, mais on aurait passé proche d'un drame. Alors en passant proche d'un drame, il est tombé avec ses honneurs à lui en bonhomme. Combat qui est d'autant plus frustrant que tout ira à sa perte finalement, puisqu'il ne sera plus jamais le même. Il va plus beaucoup boxer et quand il boxera dans de mauvaises conditions toujours, pas ultra bien préparé et c'est vraiment dommage parce que ça ternira son image. Alors, et son vrai dernier combat, c'est 2015, c'est cette perte de titre face à Wilder. Un homme est véritablement soulagé, c'est Al Haymon. Wilder arrive à s'en sortir, arrive à récupérer la ceinture. Et dans les plans de Haymon, c'est très important. Le clan Haymon est conscient de ce qu'est Wilder. Ah oui. Vous croyez vraiment que sa future défense de titre sera contre Vladimir Klitschko pour Wilder? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sa première défense de titre, ça sera contre Eric Molina. Avec encore une petite frayeur pendant le combat. Et puis après, il y aura du Opa et tout ça. Bref, des défenses de titre qui sont à des années-lumière d'affronter un Klitschko, qu'il n'affrontera d'ailleurs jamais. Mais il était important que Wilder ait la ceinture de WBC. Pourquoi? Parce que Wilder, c'est le projet Haymon. Et donc, si Wilder a la ceinture de WBC, Haymon a la ceinture des heavyweight, la ceinture la plus célèbre, cette ceinture verte, la ceinture la plus célèbre. Et donc, Haymon, 2 mois, et c'est ça le grand projet, 2 mois après cette obtention du titre de Wilder, Haymon peut commencer un chapitre, ça restera un chapitre de boxe, peut commencer l'aventure PBC en ayant dans son roster le champion américain WBC des heavyweight. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour son démarrage. C'est extrêmement important de dire j'ai la star heavyweight américaine. Voilà, j'ai Keith Thurman, j'ai Adrian Broner, etc. Mais j'ai aussi le heavyweight champ. Et le seul qui compte, puisque c'est l'américain. Le seul qui compte. Voilà. Comment se contourner, ou peut-on dire l'iceberg ou la montagne Klitschko, pour s'accaparer la notion du champion heavyweight. Voilà ce passage. Comment est-on passé de Klitschko Vitali à Wilder Deontay? Eh ben, c'est par un truchement de l'histoire de la boxe, très méconnu, mais qui, sur le plan sportif, est vraiment intéressant.
Vraiment, je vous conseille ces combats entre Areola et Steve Hearn, et je vous conseille de revoir en tout cas le courage qu'a eu Steve Hearn dans ce premier combat contre Wilder. Voilà, la ceinture WBC n'est jamais arrivée dans l'escarcelle de Vladimir Klitschko parce qu'un homme avait monté une stratégie de billard à 3 bandes pour récupérer ce titre. Et cet homme, c'était Alimon, et cette entreprise, c'était PBC. Une histoire de boxe, comme ça arrive souvent, qui mérite d'être plus connue. Et j'espère que vous irez vous y pencher. Nous, on se retrouve bien sûr pour d'autres aventures sur la chaîne du Capitaine. Peut-être que je parlerai d'autres choses de boxe parce que je sais que ça vous fait plaisir aussi et à moi aussi. On se retrouve évidemment pour les futurs grands combats et d'autres futurs documentaires qui arrivent sur la chaîne. Abonnez-vous, on like, vous connaissez le système, vous contribuez. Maintenant, c'est à vous de faire l'effort. Ciao.